De la Russie, en ce moment dans les médias, vous n'entendez parler que de façon négative. Criminalité, mafia, guerre en Tchétchénie, pollution. C'est une réalité. Mais il y a d'autres choses à dire sur ce pays. Et par exemple que les gens y vivent un petit peu mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. L'expression de cette amélioration, on la trouve notamment à la télé ou dans la pub. Incontestablement, il se passe quelque chose de très intéressant du côté de Moscou. Après l'Afrique du Sud, la Chine, le Japon, le Liban, Culture Pub vous propose donc aujourd'hui un spécial Russie. A теперь новости недели. En gros, ça veut dire, mais tout de suite, voici l'actualité de la semaine. À partir du 30 mai et pendant une semaine se tiendra à Annecy le grand rendez-vous mondial du film d'animation. Parmi les courts-métrages et autres programmes de télé, on trouve aussi des pubs. Celle-ci vient des États-Unis et c'est pour les jeans Levi's exclusivement féminins. Norvégia est le fromage le plus populaire en Norvège, un peu comme notre camembert à nous. À la différence que chez les Scandinaves, on n'aime pas trop le bon vieux coulant qui fouette, on lui préfère les fromages doux, très doux. Et en regardant cette campagne de pub, vous allez comprendre la philosophie qui se cache derrière tout ça. Du har en gren. Hvis du holder op med at tygge på dit Stimorol. Entre Bergman et Roy Anderson, Stimorol a décidé de revendiquer son côté scandinave, histoire de se démarquer des chewing-gums Yankee. Vi venter, Tove. Vi venter. La même version un peu plus chaude, disons danoise, a été proposée, mais le client se tâte encore pour la diffuser à l'antenne après 22 heures. Hvad gør vi så? Vi venter, Tove. Pourtant, la marque n'a pas hésité à se mouiller en montrant dans un autre spot deux hommes nus. Tykker du Stimorol, Niels? Ja, Jesper. Du skulle ikke have et stykke Stimorol til mig, Niels? Jo, selvfølgelig, Jesper, i min lomme. I en badekåblomme, Niels? Nej, Jesper, i min dynjakke. Derovre i huset. Et voilà ce qu'on pourrait appeler la nouvelle fraîcheur de vivre. Marché danois. Tiens, d'après vous, quelle est l'émission de télé qui reste la plus regardée en Russie et qui est suivie régulièrement par 150 millions de téléspectateurs? Oui, c'est La Roue de la Fortune, émission américaine omniprésente dans le monde entier. Mais ne croyez pas pour autant que la culture russe se soit fait complètement coloniser. Après 10 ans de perestroïka, le public russe est devenu très exigeant. Et le spectacle qui lui est offert quotidiennement à la télévision est d'une diversité étonnante. Zapping. Телефон Panasonic, утюг Bosch, электрочайник Bosch G и набор посуды Tefal с французским проносом. C'est bien connu, les Russes adorent refaire le monde en discutant pendant des heures autour d'une tasse de thé. À la télévision russe, le verbe n'est plus complètement roi, mais il tient bien la route. Et les talk-shows sont très nombreux, dans tous les styles, dans tous les genres, du plus classique au plus impertinent. Du plus sérieux au plus rigolo, même si l'on ne sait jamais de quel côté va surgir le gag.
Les talk-shows en Russie, ça ne se consomme pas seulement au milieu de la nuit. On peut discuter en prime time avec toute la famille, ou même froufrouter entre copines juste avant le dîner. C'est Bravo qui va être jalouse. Le talk-show féminin, même en Russie, ça fait un carton. Il y a quelques années, la télé était pleine d'émissions économiques qui vous racontaient les coulisses de la bourse et les fluctuations des cours, et vous expliquaient en gros comment gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la tendance est aux émissions qui vous expliquent comment le dépenser, votre argent. Elles ciblent ceux que l'on appelle les nouveaux Russes, formule dont personne ne connaît vraiment la définition, mais peu importe. L'objectif, c'est d'apprendre à sortir dans les bonnes boîtes et à fréquenter les bons casinos. Bref, à devenir des Russes parfaitement comme il faut. Comme il faut, c'est l'émission où l'on peut découvrir les joies de vivre à l'occidental, dans une belle cuisine, ou les recettes pour réussir une bonne négociation. L'ambiance du restaurant Empire est parfaitement indiquée pour vos repas d'affaires. Comme il faut. Depuis le début de la perestroïka, les Russes se sont habitués aux grands magazines d'actualité. Le genre était nouveau et les audiences étaient énormes. Aujourd'hui, la passion des Russes pour l'information et la politique ne se dément pas, mais on ressent une certaine lassitude chez le téléspectateur. Et la télévision semble redevenir une fenêtre pour s'évader d'un quotidien plutôt médiocre. On se retrouve bizarrement comme à l'époque de la télé soviétique. Il faut trouver des héros positifs, montrer les aspects positifs de l'existence, montrer que les gens vivent, travaillent, font des enfants, montrer des gens qui tombent amoureux et qui s'amusent. La tendance est donc désormais au divertissement. Et ce sont les jeux qui font les plus grosses audiences. Là-bas, la roue de la fortune atteint les 150 millions de téléspectateurs. Un autre succès, c'est ce jeu qui vous rappelle peut-être quelque chose. Ce qu'il y a de formidable avec les Russes, c'est le talent qu'ils ont pour mettre en scène leurs sponsors. Regardez, il y en a partout. Des sponsors qui permettent de faire tomber sur la tête des concurrents un déluge de cadeaux donnant une réconfortante illusion d'abondance. Il y en a pour tout le monde, les enfants et les adultes. Et quand on n'a pas la chance de parvenir jusqu'au plateau télé, on peut aussi jouer à domicile. L'interactivité, les Russes adorent, à condition que le téléphone marche. Cette émission, réservée aux adolescents, est d'une simplicité biblique. Le jeune téléspectateur choisit son côté et crac, bravo, il a gagné 10 $. Le divertissement, c'est aussi les variétés. Les Russes ont de la chance. Chez eux, les variétés se considéraient comme des événements exceptionnels, qui n'ont lieu que 2 ou 3 fois dans l'année, ce qui implique des règles un petit peu particulières. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tous les artistes payent pour passer à la télé. Pour eux, c'est important de faire leur promotion personnelle, la promotion de leur spectacle. La télé, ça joue sur les ventes des billets pour leurs concerts. Ainsi, pour passer dans un show, un chanteur doit débourser entre 1000 et 20 000 $, ce qui donne des situations parfois cocasses. Le sosie de Briali, là, c'est un chanteur, mais c'est aussi le ministre de la Culture d'Azerbaïdjan. Il a dû payer comme tout le monde pour en pousser une avec ses pom-pom boys. L'humour à la télévision russe, c'est une vieille tradition. Et aujourd'hui, la rigolade devient de plus en plus sophistiquée, puisque les Russes adorent parodier tous les travers du petit écran. Ici, c'est le PPDA local qui s'en mêle dans ses fiches. Là, c'est Maïté et sa copine. Enfin, c'est toute l'équipe des sports au grand complet. Grand bonjour de Moscou. Mais l'événement de l'année en matière d'humour, c'est l'apparition des guignols, les poupées comme on les appelle ici. Elles font des ravages, paraît-il, chez les ados et dans le troisième âge politiquement engagé. L'émission est tournée dans les vieux studios délabrés de Mosfilm et elle est réalisée par Vassili Pitchoul, le réalisateur de La Petite Vera en personne. La raison pour laquelle je réalise les guignols est très pragmatique. Je fais ça pour manger, car il n'y a pas de travail dans le cinéma. Et quand le producteur m'a appelé pour faire cette émission, il m'a sauvé la vie. Et oui, en Russie, l'industrie du cinéma est complètement à l'abandon. Et pourtant, il y a des débouchés certains à la télévision. Les téléspectateurs recommencent à aimer le cinéma russe. C'est incontestable. On peut consulter n'importe quel tableau d'audience et voir qu'un vieux film des années 60, que tout le monde connaît par cœur, fait un meilleur score à la télé qu'un film d'action américain des années 91-92. Et pour l'instant, les vieux films soviétiques font l'affaire, mais on ne perd pas l'espoir de voir du nouveau. Actuellement, nous avons une dizaine de films en production, mais est-ce qu'on arrivera à les tourner jusqu'au bout? Là est la question. En attendant que les productions locales reviennent à la télévision, les Russes font comme tout le monde. Ils se passionnent pour Miami Vice dans une version doublée avec les moyens du bord. Mohamed Ali.
Et puis ils ont de la chance. Depuis l'année dernière, Hélène et les garçons sont venus rejoindre la grande famille de leurs idoles aux côtés des interminables séries mexicaines. Les Russes en raffolent, mais ils font des progrès tous les jours. Aujourd'hui, ils adorent rouler dans la farine, le 11 millionième épisode de leur série préférée. Bonjour. C'est moi, Rosa. Non. Rosa, c'est moi. Non, mais je te dis, c'est moi, Rosa. Non, non, non. C'est moi, Rosa. Culture Pub spéciale Russie, suite. Même si les télévisions privées réussissent actuellement une percée dans le paysage audiovisuel russe, la télévision d'État reste surpuissante et le gouvernement entend en garder le contrôle. Dans l'attente des prochaines élections, Boris Eltsine y a placé partout des hommes à lui. Résultat, un homme comme Yuri Lushkov, maire de Moscou et adversaire politique de Yeltsin, contrôle, lui, NTV, qui est la première chaîne privée du pays. Quant aux journalistes et producteurs indépendants, ils ont enfin compris à la longue qu'il valait mieux pour eux tirer de leur notoriété un bénéfice financier plutôt que politique. Vous regardez l'émission sans titre. L'émission sans titre n'est pas seulement une émission sans nom, mais c'est aussi une émission sans goût. Là, nous sommes dans le bureau du directeur général de l'une des plus grosses chaînes du monde, la première chaîne de Russie. Comme au bon vieux temps, il y a toujours autant de téléphones, mais la langue de bois, elle, a disparu. Non, c'est pas un téléphone important celui-là, ce sont les lignes de mes proches. Non, le plus important, c'est celui-là, là. Il y a écrit Yeltsin dessus. À cette même place, il y a quelques mois, à côté de la ligne directe d'Yeltsin, il y avait un autre directeur, Vladislav Listiev, assassiné un soir de mars. Ces images de fauteuils vides, cette minute de silence observée par toutes les chaînes de télé russes, le monde entier les connaît. Listiev était un présentateur populaire, très populaire. Il animait plusieurs talk-shows hebdomadaires. Il avait même présenté pendant 1 an l'émission la plus regardée de l'ancienne URSS, La roue de la fortune. Mais Listiev était surtout l'un des tout premiers journalistes à s'engouffrer dans la brèche de la liberté d'expression. Avec quelques copains, Listiev avait créé Vzgliad, une émission d'actualité qui a reflété pendant près de 10 ans tous les bouleversements du pays. Porte-parole d'une nouvelle génération de journalistes, les 4 copains ont même été dépassés par leur propre succès. Après l'assassinat de Vlad Listiev, nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas entrer dans les jeux politiques. Nous sommes tellement populaires que c'est inévitable. On nous entraîne vers la politique. À tel point que certains membres de notre équipe, certains journalistes même, sont devenus députés ou sénateurs. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a compris que notre boulot, c'est de produire des programmes de télé. Et pour produire des programmes, ils s'y entendent, les bougres. Plus de 50 heures d'émission par semaine, tout genre confondu, de tournées-manèges à 7 sur 7, en passant par Ça se discute. Nous sommes spécialisés dans les programmes de prime time. Ce sont des jeux ou des magazines d'information. Nous faisons le prime time sur la première, sur la deuxième, sur la 5e et sur la 6e chaîne, et aussi sur les chaînes régionales. Nous travaillons avec tout le monde. Et voilà comment on passe du journalisme au business. J'ai commencé comme journaliste, ensuite je suis devenu producteur et maintenant je suis probablement un capitaliste. Nos Wonder Boys de la perestroïka sont désormais à la tête de VID, la plus grosse société privée de production russe. Ils sont au centre d'un paysage audiovisuel très mouvementé. Les enjeux sont économiques, bien sûr, mais aussi politiques. Dans 1 an, il y aura les élections. Face à Yeltsin, la concurrence est là. J'aime pas la politique. La politique, c'est sale. Lui, c'est Yuri Lushkov, l'un des principaux adversaires de Yeltsin. Il est maire de Moscou et toutes les semaines, il a son talk show pour lui tout seul sur la chaîne municipale moscovite. Mais il fait encore mieux. Il contrôle indirectement la plus grosse chaîne privée de Russie, NTV, la seule à avoir tenu la chronique complète de la guerre en Tchétchénie, la seule qui a diffusé des images terribles, celles que les autres chaînes n'osaient pas montrer. C'est aussi sur NTV que l'on voit 2 fois par mois d'étranges guignols venus d'ailleurs qui tournent en dérision l'actualité politique de la Russie au grand désarroi du président Yeltsin.
NTV voudrait être un modèle de télévision comme on n'en a jamais connu en Russie, une télévision moderne, privée, efficace, une chaîne d'un nouveau genre dirigée par un président New Look. Nous pouvons nous permettre d'être objectifs parce que nos équipes sont de vrais professionnels. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ont quitté la télévision d'État parce que là-bas, justement, on ne les laissait pas faire leur travail correctement. De son côté, l'appareil d'État se bat contre ces nouvelles chaînes incontrôlables. L'énorme mastodonte qu'est la télévision centrale vient d'être découpée en plusieurs entreprises. Une décision signée Boris Yeltsin en perspective des élections à venir. Tous ces bouleversements sont destinés à mettre en place une chaîne qui soit entièrement aux ordres du président, au service des structures présidentielles. L'objectif de cette chaîne est d'influencer l'opinion face aux échéances électorales qui se rapprochent de jour en jour dans ce pays. Mais quels que soient les enjeux politiques, c'est sur le terrain économique que les batailles feront rage. Pour assainir une situation gangrénée par la corruption, les dirigeants de la première chaîne ont décidé de ne plus diffuser de publicité sur l'antenne, se privant ainsi de revenus s'élevant à plusieurs millions de dollars par jour. Je pense qu'aux alentours de l'automne, nous allons réintroduire à nouveau la publicité, mais nous voulons le faire de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus discrète qu'auparavant. La télé d'État ne pourra pas se passer longtemps de la publicité. Vu le nombre très important de téléspectateurs, donc de consommateurs potentiels, il est évident que la télévision en Russie va devenir une affaire très rentable. En Occident, on dit qu'obtenir une chaîne pour faire de la télé, c'est pareil que d'obtenir une licence pour fabriquer des billets de banque. Eh bien, en Russie, la situation est à peu près la même. S'il y a un secteur où la métamorphose russe est perceptible de façon spectaculaire, c'est la publicité. Aujourd'hui, on voit des films ringards, certes, mais qui marchent, mais aussi et surtout des films extrêmement talentueux. Au point que dans leur mégalomanie romantique, certains créatifs russes n'hésitent pas à défier les Américains. Que les âmes sensibles se rassurent, cela ne veut pas dire qu'ils ont vendu la totalité de leur âme au grand capital. Ils gardent encore leur sens de l'humour et de la dérision. La vodka Kremliovskaya vous renforce le caractère. Pour faire de la pub en Russie, vous avez plusieurs solutions. Prenez par exemple un film qui a fait ses preuves et doublez-le. Enfin, essayez de le doubler. Si vous voulez affirmer votre identité d'occidental, rien ne vous empêche d'ajouter quelques tours Eiffel dans la savonnette. Les Russes adorent ça. Mais attention, le genre a ses limites. Tout ça, c'est une autre vie, c'est un autre monde. En fait, tous ces films se ressemblent. Des jolis visages, des pays différents, des personnages étrangers. Et au résultat, ils provoquent un rejet de la publicité et des produits qu'elle vend. Alors pour ne pas froisser les susceptibilités locales, vous pouvez prendre un bon vieux scénario lessivier et le faire interpréter par des autochtones. Emma Petrovna, это же Ariel. Ah là, c'est tout de suite mieux. Mais on remarque aujourd'hui que la publicité russe va chercher son inspiration dans des univers folkloriques, notamment quand il s'agit de marques locales. Ici, contrairement à toute attente, l'annonceur se trouve être l'usine de ventilateurs de Moscou. L'un de nos réalisateurs, qui s'appelle Boubnov, est considéré comme le plus russe des réalisateurs, parce qu'il parvient à mettre en place une atmosphère russe, une atmosphère plus adaptée à l'esprit russe. Et en quoi peut-elle consister, cette russitude publicitaire ? Les pubs que je réalise sont très cinématographiques. Elles sont faites selon les règles du cinéma. Elles sont basées sur les traditions du cinéma russe, du cinéma soviétique, des traditions fortes. Alors, quand on dit que je suis le plus russe des réalisateurs de pubs, je crois qu'on sous-entend justement le cinéma. Grâce aux traditions du cinéma russe, le consommateur peut s'adonner à la nostalgie. Ça, la nostalgie, il aime, surtout quand elle est chargée de figures emblématiques. Ainsi, Nicolas II, dernier empereur de toutes les Russies, est devenu héros publicitaire pour des meubles d'importation italienne. Ici, vous n'êtes pas dans le film Guerre et Paix, vous êtes dans une pub pour une banque. Quel rapport avec Napoléon? C'est simple. La banque s'appelle Impériale, donc elle s'est offert les services des plus grands empereurs de l'histoire. Tamerlan, Jules César, Pierre le Grand, Catherine II,
Néron, Alexandre le Grand, le tout dans les productions hollywoodiennes à grand renfort de figurants, et ils ont même récupéré Louis XIV dans une débauche de costumes. Décidément, rien n'est trop beau pour vanter les mérites d'une banque dans un pays où peu de gens gagnent plus de 500 francs par mois. 10 франков. La nostalgie ne se cantonne plus à l'ancien régime. Elle touche désormais l'ancien nouveau régime. Mettre en scène l'ambiance d'un kolkhoz à l'époque stalinienne pour vendre des voitures, il fallait oser. J'étais très inquiet quand j'ai écrit et réalisé ce film. J'ai eu très peur de ce thème des soviets, du communisme. Mais en fait, je l'ai réalisé avec une certaine tendresse. Parce que moi-même, comme tout le monde, j'ai été aux jeunesses communistes dans mon enfance. Et il faut croire que le second degré fonctionne bien. Les ventes de Logovaz ont fait un bond après cette campagne. En Russie, il n'y a pas que le cinéma à grand spectacle qui marche. Il y a aussi des films directement inspirés de la triste réalité quotidienne. En Russie, il n'y a pas de pub de qualité moyenne. On fait soit de mauvais films, soit de films excellents. Quand il y aura une qualité moyenne, ça voudra dire qu'on aura mûri. Aujourd'hui, dans un même écran de pub, on voit une petite merveille du meilleur niveau international et juste après un spot catastrophique, préhistorique. Dans le genre préhistorique, voici un cas exemplaire. C'est l'histoire de Lyonia Galupkov, un prototype de russe flemmard et alcoolique. Ce personnage de pub est devenu un véritable héros grâce à cette campagne qui fait fureur depuis 7 ans. L'annonceur, c'est la banque MMM qui promettait des fortunes à tous les petits porteurs. Je vais acheter des chaussures à ma femme. Grâce aux actions MMM, Galupkov a fait fortune. Tu m'achètes une maison à Paris? Lyonia a même emmené son frère aux États-Unis. Nos deux compères ont vu le pont du Golden Gate, ils ont bu de la Budweiser et ils ont même dragué des petites américaines à la plage. Que demande le peuple? T'as vu, elles sont mignonnes, les filles, ici. Ouais, mais chez nous, elles sont encore plus mignonnes. Ces pubs ont rempli leur rôle. Les auteurs et les réalisateurs de ces pubs avaient des objectifs précis et ils les ont atteints. Il ne s'agit pas de juger leur qualité créative, ça, c'est une autre histoire. Cette campagne était faite pour toucher une cible précise, la Russie profonde, et la cible a été atteinte. Les pubs MMM ont tellement bien atteint leur cible que des dizaines de millions de Russes ont été littéralement plumés. La banque a fait faillite, son patron Mavrodi a été arrêté, mais il est sorti très vite de prison et les petits porteurs ruinés l'ont élu député dans l'espoir de retrouver leur argent. Et pour se faire aimer du bon peuple, l'homme d'affaires véreux diffusait à la télé des clips à sa propre gloire. Mais revenons à la pub russe qui sait parfois nous faire rire avec des transgressions savoureuses. Ce qu'il y a de bien avec les Russes, c'est qu'ils n'ont peur de rien. Nous, les Russes, on est un peu fous. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on est déjà en mesure de damer le pion à n'importe quelle agence américaine. Au niveau de la créativité et de l'exécution. Je vous assure, beaucoup de gens reconnaissent que nous sommes les meilleurs. Nous sommes the best. En attendant d'être les meilleurs, ils ont déjà le sens de la dérision, un bon début. Tous les jours, nous avons besoin d'informations sur les émissions de télévision. On les trouve soit dans n'importe quel journal, soit dans TV Park. Procédons à une expérience. On plonge n'importe quel journal dans de l'acide sulfurique et TV Park dans de l'eau distillée. Vous voyez la différence. TV Park est intact, papier de qualité, maquette impeccable, typographie parfaite et l'odeur. L'odeur des petits potins du monde de la télévision et du cinéma, et tout ça dans un même journal. Lisez Télépark et vos cheveux seront doux et soyeux. Prometteuse, la pub russe, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez aimé cette émission, tant mieux, vous aurez peut-être l'occasion de la revoir à partir de la semaine prochaine. En effet, Culture Pub entame sa saison d'été avec la rediffusion de ce que nous appelons les remixes. Le remix, c'est bien sûr la diffusion des meilleurs moments de l'émission, une pratique qui nous permet d'être présents à longueur d'année sur la grille d'M6. Vous ne pouvez pas échapper à Culture Pub. Et puis, notez-le, nous vous donnons 2 rendez-vous très importants, les 2 et 9 juillet prochains, avec 2 émissions inédites
site consacré au Festival international de la publicité. Vraiment fait pour vous, car si vous êtes totalement barge du film pub, vous ne pouvez pas rater ces 2 émissions spéciales, puisque ce sera l'occasion pour nous de vous présenter et de vous sélectionner les meilleurs films de pub du monde entier. Oh my gosh, that's my shadow. Bro, that's Aura. That's Aura. Yo, when that gets hacky. I